Ah bah oui, t'as bien compris qu'il fallait prendre les choses en main. Sortir de la rat race et commencer à mettre de l'argent de côté. Et ça, faut que tu le fasses le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. Et même si c'est très peu au début. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais mettre de côté sur quoi? Comment? Un livret A, assurance vie, immobilier, bourse? On choisit sur quels critères? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors il y aura des notions techniques, mais dans un premier temps, on va survoler les différents sujets, et puis on pourra aller ensuite plus au fond. Comme je te l'avais expliqué dans le précédent épisode à propos de cet économiste californien qui venait nous expliquer ce qu'il fallait faire en France, il est indispensable de savoir d'où on parle. Cette chaîne, c'est clairement un reflet de mon expérience et j'ai évidemment des biais et je les assume. D'abord, j'ai eu une expérience douloureuse en immobilier et en gros, poussé par une connaissance, en fait, j'ai investi sur un placement avec défiscalisation et en réalité, c'était un piège bien emballé, quoi. Bien surcoté, mal structuré. Et en fait, ça m'a étranglé financièrement. Et du coup, j'ai été seulement capable de réellement investir il y a quelques années. Et par chance, j'ai découvert la bourse. Donc il reste encore un peu tabou en France. Et j'ai appris comment ça fonctionnait. Et surtout, qu'en faisant un tout petit peu plus d'efforts d'analyse, il y avait moyen d'un vrai retour sur l'investissement. Alors du coup, j'ai étudié, j'ai analysé, j'ai investi progressivement. Et en quelques années, ça a très très bien marché. Donc qu'on soit d'accord, cette chaîne c'est ça. Hein. C'est vous transmettre ce que j'ai appris pour vous faire gagner du temps. Mais par contre, si vous êtes vraiment intéressé par l'investissement immobilier ou l'épargne pépère, moi je pense que vous trouverez sur YouTube et d'autres réseaux sociaux des ressources qui seront plus adaptées. Et une chose essentielle avant d'aller plus loin. Ce que je fais est adapté à ma situation, mon âge, mes objectifs, mon profil, quoi. Donc la vôtre est sans doute différente. C'est très important, gardez bien ça en tête tout au long de cette vidéo. Donc tu as déjà un compte Revolut ou N26. Donc en gros, t'as pas un conseiller bancaire au-dessus de ton épaule qui va te proposer un placement, te suggérer fortement que si tu veux obtenir ce crédit, il faudrait peut-être que tu prennes telle ou telle épargne, ou encore qui te présente des produits sans vraiment t'expliquer les enjeux. Moi je connais personnellement des gens dans ma famille qui ont suivi leurs conseils, et c'est seulement au bout de 40 ans ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'avaient rien gagné du tout, hein. À peine mis un petit peu de côté. Ce système il avait clairement des défauts, mais au moins tu avais une certaine information sur ce qui existait. Et ceci dit, avec ces nouvelles applications néobanques, en fait ils te poussent aussi à te lancer sur des produits d'un seul clic pour lesquels tu ne connais pas non plus vraiment les enjeux. Donc j'espère que cette vidéo et les suivantes permettront de construire un vrai patrimoine et de créer enfin de la fuck you money. Donc on va maintenant passer en revue les grands véhicules d'épargne et d'investissement. Et alors pour chacun, on va analyser leur fonctionnement, on va comprendre les enjeux, les risques. Oh, attends, je sais que c'est chiant, mais si tu prends pas 5 minutes pour comprendre, tu t'en voudras plus tard. Hein. Mais oui, c'est quand même important de savoir qui gagne vraiment sur ces produits et quels sont les risques. Donc merci d'être resté car tu vas voir que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Le livret A, c'est le plus populaire, parfois ouvert par ses parents, et c'est le placement sans risque. Mais sans risque pour qui exactement? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Contrairement à ce que tu crois, ton argent, il ne dort pas dans un coffre. En fait, il y a 60% qui part à la Caisse des dépôts, un mastodonte public pour financer le logement social, et ils prennent une commission au passage. Et les 40% restants, la banque les garde pour prêter de l'argent à leurs clients avec des intérêts à 3, 4, 5, voire 15% selon le type de crédit. Et en retour, elle te verse 1,5%. La différence, c'est pour sa poche. Et d'où il sort ce taux de 1,5%? C'est pas la magie du marché, non. C'est une décision politique fixée à Bercy. Ce que ça signifie, c'est simplement que l'État va changer les règles, jouer avec les taux. Et tu te rappelles, toi, avoir été consulté? Résultat, déjà en 2025, les grandes banques françaises le disent elles-mêmes. La baisse du livret A a amélioré leur marge. Donc en gros, quand ton taux baisse, leur profit monte. Et puis garde en tête que quel que soit l'outil qu'on va décrire dans cette vidéo, il ne faut jamais oublier de soustraire à ces taux le taux de l'inflation. Tu savais que ton compte courant n'est pas rémunéré? Ils ont même fait une loi pour l'interdire et on est les seuls en Europe parce qu'on est trop fort en France. Donc l'argent sur ton compte, il fait moins 1%. Et encore, parce que c'est une année exceptionnelle. Le livret A, lui, c'est 0,5% in fine. Alors c'est quoi l'intérêt du livret A? Mettre de l'argent de côté, toujours un petit peu plus d'intérêt que de laisser sur son compte courant, mais franchement, c'est un peu comme mettre de l'argent sous le matelas. Et en termes de risque, tout dépend des décisions politiques. Alors le PEL, plan d'épargne logement. En gros, tu bloques ton argent à un taux garanti et tu as la possibilité au bout de faire un emprunt immobilier. Parfois à un taux meilleur que le marché parce que tu auras démontré ta capacité d'épargne. En fait, l'idée c'est de parier sur une baisse des taux. Par contre, si les taux montent, tu perds de l'argent. Enfin, tu en gagnes moins que ce que tu aurais dû.
La banque, elle utilise ses fonds pour faire son business et bénéficier d'un vrai taux. Dans tous les cas, la banque, elle est gagnante car de toute façon, tu es captif par rapport au crédit. Et le PEL, c'est 2%. Donc après la flat tax de 30% et l'inflation, en gros, tu es à 0,4%. Alors avant toute chose, l'assurance vie, c'est pas le truc que tu payes et si tu meurs, tes proches touchent quelque chose. Ça, c'est l'assurance décès. On confond souvent, d'autant que dans certains contrats, ils te mettent une pincée d'assurance décès, mais c'est à la marge. Donc l'assurance vie, fonds euro d'abord. C'est un capital que tu constitues avec un rendement autour de 2-3%. Mais encore une fois, ce rendement, il dépend de la BCE et de ses taux directeurs. C'est un petit peu comme le livret A. Donc quand la BCE décide de baisser le taux, ton rendement suit, puis t'as rien à dire. Sur ton assurance vie, tu vas avoir 3 couches de frais. Les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais de fonds. Et sur 20 ans, ça va représenter un tiers de ta performance qui part en frais. En fait, ce produit, il profite principalement à l'assureur et le distributeur qui a tout intérêt, compte tenu des frais, à te le proposer. Franchement, l'assurance vie, ça vaut le coup si tu as déjà un patrimoine important et que tu envisages, après 8 ans, de les transmettre à tes enfants. Alors, c'est pas imposé. Mais pour s'enrichir, aucun intérêt. Ensuite, tu as les assurances vie sur unité de compte. Fiscalement, ça a le même intérêt, sauf qu'il y a encore plus de frais et donc encore moins à déduire sur tes impôts. Par contre, le support est différent. En fait, tu t'exposes au marché financier via des fonds. Donc tu peux gagner comme tu peux perdre selon le marché. Et il y a des choses importantes à comprendre. C'est pas toi qui choisis sur quoi tu investis. On te propose différents types de fonds, mais pas les entreprises sur lesquelles tu paries. Ensuite, ce seront majoritairement des fonds européens. Donc tu n'as pas accès à la tech américaine, par exemple, sauf à passer par des outils synthétiques avec des frais supplémentaires. Donc tu as des frais, comme toute assurance vie, et en plus, un univers contraint et aucune garantie. Finalement, ça coûte beaucoup plus cher que si tu t'étais toi-même exposé directement au marché. Alors pour moi, encore une fois, sauf dans le cas d'un projet de transmission, ça n'a pas d'intérêt, alors à choisir, moi je choisirais plutôt l'assurance vie classique. Et oublie pas que l'État peut légalement bloquer tes retraits d'assurance via la loi Sapin 2 en cas de crise, c'est-à-dire précisément au moment où tu en aurais le plus besoin. Le PEA, c'est un avantage fiscal pour investir en bourse. Après 5 ans, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu et il reste 17,2% de prélèvements sociaux, plutôt que la flat tax de 31,4%. Par contre, c'est dans la limite de 150 000 €. Franchement, c'est le meilleur outil fiscal pour investir en bourse sans subir des frais et des commissions des distributeurs. Tu t'exposes directement au marché. Par contre, là aussi, tu peux investir directement que vers des entreprises européennes. Ou alors, tu dois utiliser des ETF synthétiques. Donc moi, j'ai fait le choix de m'attaquer directement au marché de la tech US et de bénéficier d'un retour potentiel sur investissement qui est très important. Et franchement, si on souhaite rester sur le marché européen, c'est le meilleur outil. Mais c'est sûr que tu n'atteindras pas la même performance et que tu es limité sur la taille de l'enveloppe. Ça, c'est clairement un sujet qui devra être développé dans une autre vidéo. Bon, le PER, le plan d'épargne retraite, c'est un autre outil fiscal. En gros, ça te permet de déduire des versements de tes impôts. Tout ce que tu mets dans le fonds est déductible de tes impôts. C'est génial, sauf que l'impôt n'est pas supprimé, il est déféré. Une fois à la retraite, et là tu peux oublier la retraite anticipée, tu vas payer les impôts quand tu vas sortir l'argent du plan. Et à ce moment-là, tu n'as aucune idée de la fiscalité. En gros, tu es en train de parier sur la tranche fiscale dans 20 ans dans un pays où ils changent les règles tous les ans. Alors, bonne chance. Ah, l'immobilier, le placement préféré des Français. La pierre, ça monte toujours. Tu payes pour toi, pas pour engraisser un propriétaire. Sauf que dans les grandes villes françaises, Paris, Lyon, Bordeaux, des gens qui ont acheté il y a 3-4 ans revendent aujourd'hui à perte. Et un vendeur parisien sur 5 perd de l'argent à la revente. Alors, l'immobilier pour la résidence principale, c'est un choix de vie autant qu'un choix financier. Grâce au crédit, et c'est un peu le seul domaine où la banque te finance pour un investissement, tu accèdes à la propriété. Mais il faut compter les frais de notaire, les intérêts sur 20 ans, la taxe foncière, les travaux. Donc le coût réel est très différent du prix affiché. Sinon, l'investissement locatif, tu achètes pour ensuite louer. Alors là, tu vas faire face à une fiscalité hostile et qui s'aggrave. Si tu es dans la tranche imposable à 30%, alors tu vas les payer, et en plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc lorsque tu loues à 800 €, en fait, il n'y a que 400 € dans ta poche. Puis il y a l'encadrement des loyers qui t'empêche parfois artificiellement de suivre le marché. Les DPE contraignantes qui peuvent même entraîner une impossibilité de louer depuis 2025. Des procédures d'expulsion longues, la vacance locative. La rentabilité nette est souvent décevante au bout du compte. Et franchement, et c'est que mon avis, investir dans l'immobilier en France à moyen long terme, chaque année qui passe rajoute une couche de contraintes sur le dos du propriétaire bailleur, donc... No! God, please, no! 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 No!
Si vraiment l'immobilier t'attire, regarde plutôt vers d'autres pays, je pense. Il y a aussi des plateformes d'immobilier fractionné, ça se fait en ligne, ça permet d'investir à partir de 100 € dans un bien qu'on choisit. Tu touches des loyers au prorata, comme Realty ou aux États-Unis. Donc c'est intéressant et accessible, mais c'est sûrement le sujet d'une autre vidéo. Ah, la bourse, voilà un sujet qui me plaît. Bon, ok, on va pas en faire trop non plus. Je parlerai pas ici de spéculation ou de trading à la microseconde, mais d'investissement. D'ailleurs, il a été démontré que la spéculation avait un moins bon retour que l'investissement, jusqu'à 7% de moins. Investir, c'est par exemple quand tu achètes une action Apple. Tu achètes en fait un morceau d'Apple. Tu fournis des fonds à une entreprise dans laquelle tu crois, qui crée de la valeur, qui embauche, qui innove, qui génère des revenus. Si elle grandit, ton morceau vaut plus. En fait, c'est la seule différence fondamentale avec tous les autres véhicules qu'on vient de voir, à l'exception du PEA. Tu es acteur, tu es actionnaire. Et comme je vous l'ai déjà dit, mon biais assumé, c'est la tech américaine. Le SP500 a multiplié sa valeur par 21 en 37 ans. Le CAC 40 sur la même période, bien en dessous. Et la capitalisation totale du CAC 40 est à peu près égale à celle d'Apple tout seul. Donc on joue pas dans la même cour et on peut pas espérer avoir les mêmes retours sur investissement. Donc on n'a pas le temps ici pour expliquer comment analyser une entreprise, son action, la différence entre un ETF, un stock picking, etc. Qu'est-ce que le compound interest. Ça méritera sa propre vidéo. Bon, la semaine prochaine, promis, on creuse tout ça un peu et dans les vidéos à suivre aussi. On aura aussi l'occasion dans d'autres épisodes de parler de la crypto ou de l'or. Disons simplement que la bourse, et en particulier la bourse américaine, et en particulier la tech et tout ce qui est innovant, ça peut rapporter gros. Et pour ça, il faut apprendre, il faut s'éduquer, il faut en somme s'investir. S'il suffisait de cliquer sur un bouton pour que ça marche, alors tout le monde serait multimillionnaire. Cela comporte aussi des risques de perte, même de perte totale, et aussi des risques vis-à-vis des politiques. Mais avec de l'investissement personnel, en suivant cette chaîne, ça vaut le coup selon moi. Et accessoirement, c'est aussi une question de juridiction. Investir dans des entreprises mondiales cotées à New York, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier de la politique fiscale française. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Alors, je vais pas revenir sur tous les plus, les moins de chaque produit, mais je te laisse avec ce graphique, avec les différents produits et ce que tu peux en tirer. Franchement, j'ai l'impression que ça parle à tout le monde. Donc certains produits ont une utilité spécifique à un moment donné de la vie, comme l'assurance vie. Mais s'il s'agit de s'enrichir, d'acquérir une indépendance financière, et même pourquoi pas de prendre une retraite anticipée, alors le seul véhicule qui me semble cocher toutes les cases, où l'argent travaille pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, c'est l'investissement en bourse. Ce qui change tout en tout cas, et je suis là pour ça, c'est de comprendre où est ton intérêt, être informé, choisir consciemment et en fin de compte pas se faire. Bon, si tu as réussi à aller jusqu'au bout, bravo. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, comme d'hab, like, partage, commente. Et puis si tu as des questions, commentaires, puis ça orientera sans doute les prochains sujets. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler bourse vraiment. Et d'ici là, tiens bien raide, pas molly.